va donc. Vous savez, les Occidentaux, on peut tout dire sur eux. Mais ils ont 3 qualités fondamentales. Et je pense qu'il y a un occidental ici, il ne me démentira pas tout à l'heure au moment du discours. La première qualité, c'est que l'occidental ne s'investit jamais dans un projet qui ne lui rapporte rien. Jamais. Même si c'est un mariage. Au début, tout est beau. Après, il y a des bobos. Des bobos. La deuxième chose, c'est que lorsque l'occidental a affaire à des nègres ou des Africains, il essaie toujours de dire que le nègre qu'il a en vue, c'est le nègre le plus intelligent. Et le problème, c'est que le nègre croit. Le nègre croit qu'il est vraiment intelligent. Alors il flattait au fouet. Oh là là. Mais quand est-ce qu'il y aura un nègre comme toi sur la terre? Et au fouet disait, mais oui, mais il ne peut pas y avoir un nègre comme moi. Parce qu'en fait, tous les autres là, hein, c'est des pauvres gens. Ils ne sont pas baoulés. Ils ne sont pas de la noblesse baoulée. Et quand le blanc se retrouve, il dit imbécile. C'est ça notre problème. Et les Européens ont inventé 3 cancers dont nous souffrons. Et mon travail, c'est de mettre des mots M-O-T-S sur le mot M-A-U-X. Le premier cancer, c'est le cancer microtribal. Toi, tu es baoulé. L'autre est... Les gens de Babo, c'est BT. L'autre est... L'autre est Dioula. L'autre est ceci. Et nous, on croit. Mais ici, là, mettez un Dioula, mettez un chantier, un tout dans la rue, hein, et demandez aux flics de faire un contrôle au faciès. On est pas tout le temps. Et ça fait un mal fou. Parce que ça nous empêche de construire même des nations. Le deuxième cancer, c'est le cancer micro-national. On a inventé un enclos qu'on appelle le Bénin. On a inventé un enclos qu'on appelle le Togo. Un enclos qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Un enclos qu'on appelle le Libéria. Et nous tous, on croit que quand on bombarde des Ivoiriens et qu'il y a 3000 morts d'un coup, hein, c'est de la faute à Gbagbo, un seul homme. Donc on est contre même Gbagbo. Et s'il y a eu 3000 morts, c'est bien fait. Parce que moi je suis béninois, c'est pas moi qu'on a bombardé. Tant qu'on sera comme ça, on va même reprendre toute la terre d'Afrique. Et nous allons encore être esclaves. C'est le deuxième cancer. Et le troisième cancer, c'est le cancer micro-confessionnel. Et le plus grave, parce qu'en fait, ceux qui veulent prendre les richesses de l'Afrique sont en train de faire des guerres de religion en Afrique. Hein? On dit la Séléka, c'est les musulmans. Ils sont venus en Centrafrique pour faire valoir leurs droits en tant que musulmans opprimés. Celui dont on parle là, il vit au Bénin actuellement avec une femme béninoise. Je te dis. Comment ah bon? Je te dis, prends les informations seulement, ne dis pas ah bon. Donc, c'est mon beau frère, non? Je te dis. Donc, ce que je veux dire, c'est ceci. Il n'y a jamais eu, et il n'y aura jamais, de religion étrangère qui puisse s'affronter en Afrique. Il y a une classe d'Africains vendus à l'étranger qui se servent des soi-disant religions pour pouvoir permettre le contrôle total de l'Afrique par les Occidentaux. Exemple. Quand il y a eu la vidéo de la femme jamaïcaine qui a donné tout l'argent à Ouattara pour qu'il puisse faire ses études jusqu'à avoir le doctorat, et que Ouattara a abandonné pour aller prendre la dame actuelle, soit dit en passant, ce n'est qu'en Afrique que vous verrez une première dame qui ne soit pas à l'image du peuple. Comment voulez-vous que le dirigeant chinois ou du Tao ramène une négresse pour dire que
Voici ma femme. Quand on dit ça, les Africains disent oui, mais l'amour n'a pas de couleur. Mais ce n'est pas l'amour qui est en jeu. C'est la dignité de la fonction présidentielle et la première dame. Donc, ce sont des niaiseries qui m'énervent. Donc, à partir de ce moment-là, je ne vous dis pas de ne pas prendre des femmes blanches, elles sont très bien. Hein. Mais je vous dis, si vous aspirez à diriger l'Afrique, vous devez prendre des femmes qui sont à l'image de vos mamans. C'est vrai. Voilà notre chose. Et observez bien la France. Elle dit qu'elle est cosmopolite pour le brassage. Le jour où le prince de Monaco a pris l'avion pour rencontrer une Togolaise et lui a fait un enfant, les parents du prince, la famille princière, a dit il n'est pas question qu'un nègre soit prince héritier. Tu peux donner de l'argent à ta négresse, qu'elle disparaisse de notre vie. Sinon on t'enlève, on te destitue. Et il a fait le choix de la raison. Parce que les Noirs disent qu'ils font le choix du cœur. Nous sommes les seuls à avoir du cœur pour les autres peuples, mais pas pour nos semblables. Pour lesquels j'ai cet amour, qui fait que je leur fais ce cours d'autothérapie. Si les nègres veulent que je les prenne au sérieux, il faut qu'ils soient cohérents. Tu ne peux pas dire qu'on égorge des Libyens noirs. En Libye, 5000 Libyens noirs ont été égorgés. Comme des moutons. Et on bombarde Gaza. Et vous faites la plus grande manifestation qu'on ait jamais faite au Sénégal. Oh, nos frères palestiniens, vous pleurez plus que les Palestiniens eux-mêmes. Mais vous n'avez fait aucune manifestation quand on a égorgé vos frères en Libye. Plus grave, non, c'est partout. Ce que je dis n'a aucune limitation de là. C'est valable partout. On me prouve le cas. Donc, d'ailleurs, je ne parle que parce qu'il n'y a pas de contradiction. Je ne parle jamais en l'air. Je suis un esprit extrêmement rigoureux sur les questions essentielles. Donc, lorsque je vous dis ceci, bon, mettez de côté mes fantasmes. Ne mettez pas dans la caméra. Bon, lorsque je dis ceci, pourquoi vous avez une solidarité sélective? Pourquoi les Palestiniens du Hamas, du Fonds populaire de libération de la Palestine, de l'OLP, n'ont pas manifesté quand on égorgeait les Libyens noirs? Alors que les Libyens noirs sont de la même religion que les musulmans. Vous voyez bien qu'il y a un problème. Bon, alors, donc Sankara avait perçu tout ça. À un moment donné, voici ce que Sankara a décidé. Blaise Compaoré a cru que comme lui, regardez, vous êtes des frères d'armes. C'est Sankara qui dirigeait d'abord la garnison de Pau. Et après, il a cédé ça à Blaise. Mais dans l'esprit de Blaise, Blaise avait mis la main sur toutes les munitions. Donc, le moment venu, Blaise pouvait se débarrasser de son frère. Sankara lui disait, garde toutes les armes, tant que c'est toi qui les as. La révolution est protégée. Voilà la révolution. Et c'est une erreur de Sankara. Bon, on ne peut pas accabler quelqu'un qui a tout fait jusqu'à gagner sa vie. Mais je parle pour les générations futures, ne faisons plus de telles erreurs. Un nègre, quel que soit, ne doit jamais bénéficier d'une confiance sans contrôle. Vu toutes les trahisons que le peuple noir a subies, c'est le peuple qui a été le plus trahi par ses propres frères dans l'histoire. Donc nous n'avons plus le droit d'avoir de telles faiblesses aujourd'hui. Nous sommes en 2015 quand même. Quelle leçon avons-nous tiré de toute cette tragédie qui jalonne l'histoire du peuple noir? Donc, Sankara, faisant confiance totale, les yeux fermés, va donc laisser toute l'armada, toute la puissance publique, dans les mains d'un homme dont il dit simplement qu'il est le frère. À partir de là, le phénomène va s'enclencher et va aboutir au fait que Sommeil-Orient obtient de la part de la cellule africaine de l'Élysée l'ordre de faire un coup d'État et d'arrêter Sankara. Le coup d'État est donc fait. Sankara arrêté. Mais ce qu'ils n'ont pas prévu, c'est qu'il y aurait une révolte des étudiants. Donc les étudiants fraternisent avec l'armée. Donc,
Sankara et tout ça avaient noyauté en fait l'armée. Contrairement au Togo, qui est une armée ethnique, mono-ethnique, kabyle, au service de la colonisation française, l'armée commençait à avoir la formation patriotique et panafricaine. Vous voyez, l'armée. Vous voyez, c'est à ce moment-là que Sankara avait d'abord fait le vrai boulot. Vous voyez. Bon, vous allez me dire, mais vous-même, Corby Gomez, est-ce que vous voulez aussi avoir des gens dans l'armée pour défendre vos théories? Je dis non. Parce que moi, je ne fais pas de coup d'État. Moi, je suis un loyaliste. Nous allons prendre le pouvoir par les yeux. C'est le peuple tout entier qui va dire à un moment donné, les cadres panafricanistes, se réclamant de Cheikh Anta Diop, de Marcus Garvey, c'est eux qu'on veut, pour rien. Et ça va être partout en Afrique. Je reviendrai là-dessus. Donc, moi-même, je ne suis pas candidat à quel poste que ce soit. Je suis juste un éducateur au service exclusif de la Renaissance africaine. Je n'ai pas besoin de poste politique. Voilà. Moi, je veux juste enseigner. C'est tout. Je veux enseigner. Bon, donc, à partir du moment où vous avez vu cette contradiction, notez bien, qu'est-ce qui va se passer? Les gens qui sont dans la garnison de Pau, c'est-à-dire les militaires encasernés à Pau, n'est-ce pas? Blaise Compaoré va échapper au coup de filet. Donc il va réussir à rejoindre la garnison de Pau. Après être resté 3 jours en patrouille. Donc d'après les informations de Lingami, il était avec une belle fille. Parce que Blaise avait un problème aussi. Il a dit, il n'aime pas n'importe quelle femme. Il aime les femmes rouges. Rouges. Mais il faut qu'elles soient métisses. Sinon, lui, non, il n'aime pas. Bon, il avait trouvé une rouge là. Il est resté 3 jours avant de rejoindre la garnison. Quand il a rejoint la garnison, les autres fidèles de Sankara avaient déjà gardé la garnison et mis les armes à l'abri. Parmi eux, Kaboré, le vieux lion, n'est-ce pas? Fidèle d'entre les fidèles, qui a échappé à la mort parce qu'il était au Ghana. D'accord? Bien. Et donc la purge a touché tout le monde, sauf 2 hommes. Il y avait un homme qui était là au moment où ils ont investi le Conseil de l'Entente, selon une reconstitution que je vais vous montrer en deux matières. Et vous allez voir comment on a exécuté Sankara à la suite des résultats bancaires. Et deuxièmement, il y avait Kaboré. Et donc Kaboré était à l'extérieur, mais l'homme qui a fait le mort parmi les cadavres, c'est ça qu'il a sauvé. Il a dit, j'ai entendu mon frère Gilbert Diendéré dire, il faut les canards et tout, il ne faut pas qu'il y ait un seul vivant. D'accord? Il a dit, je l'ai entendu, mais je faisais le mot, je respirais pas. Et sur le cadavre de Paulin Bamouni. C'est comme ça qu'ils ont cru que j'étais mort. Ils sont partis. Ils ont laissé les corps là. Ils ont fait l'erreur de laisser les corps sans surveillance. Donc j'ai pu fuir. Après, je me suis déguisé en femme. Tout ça. Et je suis parti. Et je n'ai pas pu parler pendant tout le règne de Blaise Compaoré parce que j'étais à l'étranger. Maintenant, la commission d'enquête, je vous dis, voilà comment on a tué Sankara. Vous comprenez? Et c'est dans la vidéo reconstitution officielle que je vais vous montrer pour la première fois. Donc, ce que je vous demande de comprendre, c'est ceci. Voici un homme, Thomas Sankara, qui présente non pas ce qu'on appelle le sankarisme. Le sankarisme, c'est quoi? C'est une invention des gens qui utilisent le mythe Sankara pour pouvoir faire une carrière. Ce que Sankara a fait, ce n'est pas le sankarisme. Quand on dit isme, c'est un dogme. Quand vous dites marxisme, c'est un dogme. Quand vous dites Lumumbi, c'est un dogme. Ce que Sankara a fait, c'est une contribution au panafricanisme révolutionnaire. D'où le titre de ma conférence. Le panafricanisme révolutionnaire du capitaine Thomas Sankara peut-il servir de modèle opératoire pour la renaissance de l'Afrique au 3e millénaire? Je pense